Justement, pour parler du Maroc et de l'Algérie, il y a un point qui reste permanent, un conflit permanent entre eux, c'est l'histoire du Sahara, le Sahara occidental, l'ancien IFNI des Espagnols, le territoire qui était sous protectorat espagnol, et que les Marocains, enfin le roi Hassan II avait occupé dans sa marche verte en disant « ça a toujours été à nous, puisque le royaume de Fès descendait jusqu'au Sénégal en l'an 900 ». Donc c'est à nous, mais d'un autre côté, c'est rien qu'on ne dit pas du tout, cette partie-là doit être autonome. Et on peut penser que c'est parce qu'ils voulaient un accès à l'Atlantique, parce que c'est ça en définitive. Un accès, et puis avoir un territoire qu'ils contrôleraient par l'intermédiaire d'un gouvernement bien sûr. Mais je crois que chez les Marocains, il y a aussi, il y a ce que vous avez rappelé, mais il y a aussi le sentiment qu'ils ont été lésés dans les frontières, dans la délimitation des frontières de la colonisation. Et dans cet entretien De Gaulle-Hassan II que je citais tout à l'heure, en avril 62, Hassan II demande à De Gaulle de rectifier les frontières au profit du Maroc, tant que l'Algérie est encore française. Donc avant juillet 62, entre avril et juillet 62, il lui dit la carte de l'Algérie nous a lésés et il faut rectifier les frontières de ce territoire qui était un territoire français jusqu'en juillet et il faut nous redonner une partie du Sahara. Et donc il y a ce sentiment, je crois, très fort chez les Marocains qu'ils ont été lésés par le statut particulier de l'Algérie. Il faut dire quand même que quand on a fait donner l'Algérie, enfin quand on a fait l'indépendance de l'Algérie, il y a eu tous ces débats sur le Sahara. Ben oui, le Sahara n'a jamais fait partie de l'Algérie. Voilà, et dans les négociations, il faut dire la vérité. Dans les négociations d'Évian, tout le monde nous en veut au sud, en disant mais cette partie-là, ça n'a jamais été l'Algérie. C'était autre chose. Et il y a eu la volonté de De Gaulle d'abord d'essayer de garder le Sahara, où on venait de découvrir du pétrole, et ensuite d'en faire une zone internationale, partagée entre les pays limitrophes. Et bon, voilà, finalement, à la fin, c'est l'Algérie qui a emporté... Qui a raflé la mise, mais du même coup, une partie des problèmes que nous avons, on parle du Sahara espagnol, du Sahara marocain du Sud, le problème du Sahel et autres, vient de là. Voilà. Si on n'avait pas donné à l'Algérie cette partie du Sahara qui va jusqu'à la frontière du Mali, du Niger et du Tchad, on n'en serait pas là. Mais voilà, ça explique aussi les tensions avec le Maroc. Il n'y a pas seulement la question du Sahara. Et puis il y a deux régimes d'inspiration complètement différentes. Un régime militaire d'un côté, depuis 62, vous avez rappelé ce qui s'est passé en juillet 62. De l'autre côté, une monarchie, un roi commandeur des croyants. Et depuis, il est toujours. C'est une monarchie presque éternelle. Un système de gouvernement différent, où l'armée joue aussi un rôle, mais pas de la même façon qu'en Algérie. Donc voilà, il y a une rivalité entre ces deux pays. Alors que, moi je disais toujours à Alger que les trois pays du Maghreb, s'ils arrivaient à s'entendre, ils devraient être ce qu'a été le Benelux à l'Europe, au marché commun. Et à la CECA, les trois pays du Benelux s'étaient unis dans les années 50 pour essayer de faire avancer, avec Robert Schuman, Gasperi en Italie, de faire avancer le marché commun et de transformer la CECA en marché commun. Les trois pays du Maghreb, qui sont complémentaires d'une certaine façon, l'un a du gaz et du pétrole, l'autre a une industrie, a une agriculture assez prospère. Il devrait être à l'Afrique ce qu'a été le Benelux pour l'Europe. Ah oui, mais là, les problèmes de personnes sont tels que... Mais oui, mais on y est arrivé en Europe. Oui, c'est vrai. C'est impressionnant. Et Alain Juillet et moi-même, on connaît bien cette région du sud marocain, avec Darla. Darla, qui est la ville la plus proche de Mauritanie, enfin, vraiment très en bas. Ça s'est développé de façon exceptionnelle, côté marocain. Et de l'autre côté de la frontière, il ne se passe rien, quoi. C'est quand même impressionnant. De l'autre côté, vous avez les camps à Tindouf, les camps de réfugiés sahraouis. Donc, il y a aussi, de la part de l'Algérie, on entretient ce sujet de manière à essayer
d'émouvoir la communauté internationale. L'initiative du roi du Maroc qui a décidé de faire ce qu'on appelle l'axe atlantique, le Tchad, le Burkina Faso, le Niger, le Mali. On leur propose de faire une voie ferrée, une autoroute pour aller jusqu'au port de Darla sur l'Atlantique en disant, dorénavant, vous aurez un accès à la mer direct grâce à nous, les Marocains. Je pense que pour les Algériens qui sont au-dessus, ils doivent être furieux. Ça ne doit pas leur plaire du tout. Ça ne leur plaît pas du tout. Ça ne va pas arranger les relations entre les deux pays. Ça ne va pas avancer. Il n'y a pas de raison. Est-ce que vous pensez, alors, que l'Algérie, est-ce qu'elle peut évoluer d'abord ? Parce que moi, j'ai une opinion tout à fait personnelle, mais moi, j'ai toujours tendance à dire qu'il y a une génération, les quadras algériens qu'on voit dans le monde entier, sont des gens très qualifiés, très bons, de grande qualité. Et que le jour où ces quadras, qui disent on voudrait bien venir en Algérie, mais on ne peut rien faire pour le moment, le jour où ils reviendront en Algérie, si un jour ils prennent le pouvoir, l'Algérie pourra avoir un formidable développement. Alors, vous qui les connaissez bien, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, vous... Et bien, est-ce que c'est possible aussi ? Vous avez... Votre raisonnement est parfaitement juste et logique, mais